Bonsoir à vous et très ravi de vous savoir nombreux à suivre ce numéro de l'entretien de la semaine. Un numéro qui reçoit comme invité M. Videgla Auguste, président directeur général du groupe Sodesi Bénin Niger, un groupe qui œuvre depuis plus de 20 ans à la promotion des cadres de développement à travers la formation professionnelle et technique sur le continent africain. Avec lui, nous nous entretiendrons des questions de développement. Monsieur le PDG, bonsoir. Et merci de votre disponibilité. Tout le plaisir pour moi. Commençons par un sujet d'actualité, celui relatif aux renégociations des conventions minières entre l'État du Niger et puis le groupe français Areva. Un sujet de préoccupation mondiale qui repose aujourd'hui toute la problématique du partenariat avec le continent africain en matière de développement. Quelle réaction, monsieur le PDG? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Par rapport à cette question d'Areva et de l'exploitation de l'uranium du Niger, il faut rappeler simplement que l'ensemble des politiques occidentales tendent à exploiter, à imposer encore jusqu'à nos jours un système néocolonial dans les rapports de force qui lient les relations entre l'Occident et l'Afrique. C'est dans ce contexte que nous savons bien que Areva a tiré des milliards d'euros de profit sur l'exploitation pendant plus de 40 ans, même plus, sur l'uranium du Niger. L'uranium du Niger a servi à approvisionner la grande majorité des centrales électriques, des centrales nucléaires de l'Occident. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le Niger demeure toujours dans un état, excusez-moi, de pauvreté végétative, où les populations vivent avec moins d'$1 par jour, où les populations n'ont pas accès à l'électricité, où les populations n'ont pas accès à l'eau potable, où les routes de déserte dans les milieux ruraux sont encore assez aléatoires. Donc, au vu de tout ça, nous disons que les négociations entamées par l'État du Niger pour la revalorisation de la rémunération de l'État du Niger par rapport à l'exploitation est très fondée et à juste titre. Et nous nous inscrivons dans la ligne à soutenir les autorités dans ce sens. Mais il faut plutôt que ces négociations aient plutôt un esprit prospectif et non ne soient limitées dans un moyen ou un court terme. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement là? Ce que nous voulons dire, c'est que il y a 40 ans, des négociations ont été faites sans tenir compte des générations futures, sans tenir compte de l'évolution des besoins de développement que le Niger, dont le Niger va souffrir dans les années 2000, dans les années 2020, 2040, etc. Il faut que les dernières négociations qui s'entament actuellement puissent tenir compte des générations futures, puissent tenir compte des enjeux de développement du Niger et puissent tenir compte d'un certain nombre de facteurs futurs. Ces facteurs futurs sont liés effectivement au développement. Vous savez que l'uranium est une des ressources dont regorge le sol nigérien. Nous avons aussi le pétrole, etc. L'ensemble de l'exploitation de ces ressources doivent s'inscrire dans un souci de développement périn et dans un esprit de prospective pour le développement du Niger. Je parlais justement de la formation professionnelle et technique dans laquelle, le domaine dans lequel justement vous avez beaucoup d'expérience, vous avez capitalisé beaucoup d'expérience. Je rappelle que le groupe Sodesi Niger est l'un des pionniers justement ici au Niger. Alors aujourd'hui, comment percevez-vous justement l'entrepreneuriat technologique en Afrique? Merci monsieur le journaliste. Vous savez, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un atout majeur, pour l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs pour l'Afrique. Les nouvelles technologies interviennent dans tous les secteurs de la vie socio-économique et même culturelle. Mais pour qu'il y ait véritablement une émergence d'une classe d'entrepreneurs dans ce secteur, faudrait-il encore que le continent dispose de polytechniques qui forment des cadres capables d'appréhender tous les enjeux liés au développement des nouvelles technologies, notamment l'Internet, les systèmes d'information, etc. Mais je crois fermement qu'à l'exemple d'un jeune Camerounais, d'un jeune Botswanais, qui ont inventé des systèmes aujourd'hui qui permettent aux agriculteurs de mesurer avant même la saison des récoltes, les récoltes auxquelles ils peuvent s'attendre, de vendre sur les marchés extérieurs leur production agricole, des petits logiciels conçus
par des jeunes fraîchement sortis des établissements. Je pense que les nouvelles technologies sont une grande chance pour la jeunesse afin que cette jeunesse puisse sortir de l'ornière, puisse sortir du problème de sous-emploi et du problème même, je dirais carrément, du manque d'emploi sur le continent. La formation professionnelle et technique et ces domaines quand même qui doivent produire des cadres de développement, comme je l'ai dit dans mon introduction. Et comment vous pensez que cette contribution pourrait-elle être possible justement de la formation professionnelle et technique? La formation professionnelle et technique, vous savez, c'est la pierre angulaire du développement. Si vous prenez les dragons d'Asie, tels que la Chine, et certains autres pays émergents tels que le Japon, etc., leur développement est basé sur la formation professionnelle et leur culture. Vous savez, il n'y a pas de développement sans culture. C'est pourquoi tantôt je parlais un peu de fragmentation de nos espaces politiques. À l'intérieur de nos États, nous avons des fragments de culture et d'ethnie qui, en fait, sont utilisés uniquement pour communiquer verbalement. Alors que le langage n'est pas uniquement utilisé que pour communiquer verbalement, mais c'est plutôt surtout un support important pour le développement. Donc la formation professionnelle aujourd'hui est la pierre angulaire. L'Afrique ne pourra jamais se développer si elle ne dispose pas de techniciens bien formés, de jeunes entrepreneurs, de leaders qui puissent relever les défis de la promotion de l'industrialisation, du développement agricole, etc., etc. Et comment voyez-vous, monsieur le PDG, la portée justement de la formation professionnelle et technique au Niger aujourd'hui? Nous pourrons dire que cette portée est encore très mitigée parce que maintenant que les autorités n'ont pas encore complètement pris conscience de l'enjeu, de l'importance de ce sous-secteur dans le développement et dans la résolution des multiples maux qui miment l'émergence socio-économique de notre nation, de l'Afrique d'une manière générale. Alors au Niger, la formation professionnelle a vu le jour où les autorités réellement en charge de ce sous-secteur ont été institutionnalisées en 2005 par la création d'un ministère de la formation professionnelle. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits, ont été faits et sont en train d'être faits, mais il reste encore beaucoup à faire. À titre d'exemple, vous savez que sur l'échiquier national au Niger, nous n'avons pas d'école polytechnique digne de ce nom pour la formation d'ingénieurs. Vous avez parlé tantôt des nouvelles technologies, où l'entrepreneuriat dans le domaine des nouvelles technologies peut être une chance de développement de l'emploi des jeunes, mais nous n'avons pratiquement aucune polytechnique qui forme dans ce domaine de nouvelles technologies. Le développement passe forcément par l'industrialisation. Comment avoir des industries si nous n'avons pas de techniciens qui puissent travailler dans ces industries? Donc la problématique est tout entière et repose autour vraiment de l'émergence de la formation professionnelle, du renforcement des capacités des établissements existants, mais surtout par la création d'écoles et d'universités polytechniques à même de mettre sur le marché du développement économique du Niger des cadres compétents, des entrepreneurs et des élites qui peuvent prendre en charge et en compte les enjeux de développement du Niger. Et actuellement, peut-on dire que le Niger serait confronté à ce problème avec la découverte et l'exploitation du pétrole? Nous n'avons pas suffisamment de cadres compétents. Tout à fait, absolument, monsieur le journaliste. Voyez-vous, dans les domaines du pétrole, de l'uranium, etc. et tout, il n'y a pas de techniciens valables. Les sociétés qui exploitent ces minerais sont obligées souvent d'importer de la main-d'œuvre ou de former sur le tas ou d'employer en sous-main des Nigériens, mais pas valoriser des carrières de techniciens, d'ingénieurs dans le domaine. Donc c'est un exemple que vous venez de donner parmi tant d'autres. Et le problème n'est pas qu'unique au Niger, le problème est général pour la sous-région ouest-africaine. Monsieur le PDG, pour revenir justement à la question du développement de l'Afrique qui reste encore un défi, quand on invoque certaines raisons qui seraient à la base justement de ce problème de développement de l'Afrique, on invoque souvent la malgouvernance. Qu'est-ce que vous y pensez? La malgouvernance est au cœur de tout le dispositif du sous-développement de notre continent. Cette malgouvernance a pour corollaire trois facteurs essentiels dont je vous ai énoncé tantôt les prémices. Nous avons d'abord la fragmentation de l'espace politique africain.
Cette fragmentation se décline en trois grands espaces. Nous avons les États à faible capacité de superficie. Ces États sont constitués tels que le Bénin, le Togo, la Sierra Leone, le Libéria, etc. Ces États ont des superficies si petites à l'intérieur desquelles il y a une multiculturalité si dense qu'il est très difficile d'amorcer le développement véritable par l'harmonisation des politiques de développement, notamment la formation, la culture, etc. Nous avons les États à variante moyenne qui sont constitués par des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Botswana, l'Afrique du Sud, si je vais aller en Afrique australe, et donc, etc., qui sont des États quand même qui disposent des superficies nécessaires et qui ont amorcé une certaine politique endogène de développement, mais qui ne répond pas encore pour le moment à des facteurs exogènes nécessaires. Nous avons aussi le facteur des populations, de la densité des populations, où entre la production intérieure et la consommation, il y a un tel déficit que la balance même commerciale est totalement déficitaire. Nous avons enfin les troisième type de pays qui sont des pays à forte densité de superficie, tels que le Niger, tels que le Nigeria, qui ont des superficies énormes. Le Niger est à 1200 et quelques kilomètres carrés, mais ces 1265 kilomètres carrés, c'est à peine 15% de cette superficie qui est exploitable, qui est habitable, parce que c'est une zone totalement saharienne. Et, à part le Nigeria, qui a bénéficié évidemment de la mer pour une partie de son territoire, toute la zone saharienne inclue dans le Niger est une zone où le développement est difficilement amorçable, sauf à y effectuer des investissements extraordinairement considérables. Donc, pour me résumer, c'est que le développement est lié à la formation des jeunes, à la formation des cadres. L'exploitation de nos ressources minières est liée à la disponibilité, d'abord à la gouvernance politique de nos États, qui passe par la refondation, nous y reviendrons, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons des États-nations, nous n'avons pas véritablement des États assis sur des principes clairs. La majeure partie de nos pays de la sous-région, dans les années 90, ont tous tenu des conférences nationales qui ont plus abordé des problèmes politiques pour mettre fin au régime, aux partis uniques qui ont gouverné, les partis autocratiques qui ont gouverné ces pays pendant la première décennie après les indépendances, les 2 décennies après les indépendances. Mais ces conférences nationales n'ont pas abordé les questions de fond telles que l'économie et les enjeux de développement. Résultat, nous avons encore des États-nations qui fonctionnent pour la plupart comme des entreprises, où nous avons des chefs, nous avons des clans qui, en fait, gèrent au mieux de leur vision. Alors qu'en Occident, nous avons des États qui sont solides, qui sont immuables et qui sont gérés sur la base des institutions très fortes et non sur la base des personnes élues, sur la base de leur programme politique. Donc, nous disons que la refondation de nos États est indispensable et passe forcément, le développement passe par la refondation de nos États. Et la refondation des États passe aussi par l'homogénéité ou une certaine tentative de rapprochement de l'homogénéité de la culture, de la diversité culturelle à l'intérieur de nos frontières. Monsieur le PDG, la question du développement de l'Afrique, je l'ai dit tantôt, c'est un véritable casse-tête. Aujourd'hui, les défis les plus récurrents justement qui se posent à l'Afrique, c'est la faim, justement, c'est la pauvreté, c'est le manque d'emploi des jeunes. Comment, selon vous, y faire face? Quel peut être votre commentaire et surtout votre contribution? Bien, ma contribution à ce niveau va se décliner toujours en 3 axes. Vous savez, le développement, qu'est-ce que c'est? Le développement d'une nation, d'un pays, elle est basée sur ce que la Banque mondiale ou les institutions financières internationales appellent le taux de croissance.
Mais en réalité, le taux de croissance n'est pas forcément synonyme de développement. Le développement est d'abord endogène. Elle est basée d'abord sur l'autosuffisance alimentaire. Tant que nos populations ne seront pas à l'abri de la faim, comment pouvons-nous parler du développement? Donc ça, c'est le premier facteur. Comment pouvons-nous agir pour avoir l'autosuffisance alimentaire? D'autres pays de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest, notamment parmi les 16 pays membres de la CEDEAO, ont initié dans les années 80 ce que nous avons appelé la révolution verte. D'autres ont réussi, d'autres se sont heurtés à des phénomènes, mettons, plutôt exogènes. Nous estimons pour notre part que le Niger doit amorcer aujourd'hui une véritable révolution verte pour l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez que les crises alimentaires sont récurrentes chaque année depuis plusieurs décennies. Chaque année, on pense qu'on est au bout du rouleau, mais nous voyons que le même problème revient. Comment parler alors de développement? C'est le premier facteur, l'agriculture. Investir suffisamment dans les hommes, dans les machines et dans l'encadrement pour le développement d'une agriculture qui permette à la population de se nourrir à sa faim et aussi de transformer les produits de cette agriculture pour créer de la valeur ajoutée. L'industrialisation. Donc, comprenez alors que si nous parlons de développement, on parle de taux de croissance, nous sommes encore loin de tout cela parce que si nous prenons le cas spécifique du Niger, beaucoup d'investissements sont faits, mais est-ce que le secteur de l'agriculture, malgré qu'il est prioritaire, au regard des enjeux, est-ce que nous avons encore réfléchi politiquement en termes d'orientation de l'État sur les voies et moyens pour sortir le Niger de l'insécurité alimentaire, notamment amorcer le développement de l'agriculture? Les autorités actuelles, il faut me le permettre, monsieur le PDG vient de mettre en place l'initiative 3N. Je ne sais pas, est-ce que c'était une porte vers la solution, une solution? C'est une des portes multiples vers la solution, mais une chose est de faire des programmes qui la plupart du temps fonctionnent bureaucratiquement, mais la réalité sur le terrain met trop de temps à se voir. Je vous donne un exemple. Entre les années 70 et les années 2000, la Banque mondiale, les bailleurs de fonds ont investi dans le secteur de l'agriculture en Afrique des centaines de milliards de dollars. Où est le résultat? Ces investissements et ces subventions, vous voyez des projets qui se créent en faveur du développement agricole, vous voyez des bureaux qui sont créés avec des grosses 4x4, avec des coopérants et des fonctionnaires qui sont vachement payés, chèrement payés, mais le résultat sur le terrain, nous ne le voyons pas aujourd'hui. Donc les programmes, c'est bien, mais nous pouvons aller au-delà des programmes pour amorcer une action pragmatique sur le terrain. Je ne sais pas si le programme 3N a prévu dans son volet exécution, la création dans les 8 départements du Niger de centres de formation véritables au métier d'agriculteur. L'agriculteur peut être un facteur important de l'absorption du chômage des jeunes. Nous avons actuellement au Niger près de 2 millions de jeunes au chômage. Rien que le secteur agricole peut absorber l'ensemble de ces 2 millions de chômeurs. En créant des centres de formation dans les 8 départements, des véritables centres de formation, et en formant des jeunes agriculteurs, en leur attribuant des terres. Nous avons vu, et nous le saluons, il y a eu une création d'une banque qu'on appelle la Banque agricole du Niger, la BAGRI. Maintenant, je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Si elle joue son rôle, ce dont j'en suis sûr, elle doit plus l'étendre et l'État doit renforcer les capacités d'intervention de cette banque pour agir. Mais avant que cette banque ne puisse agir, il faut créer des centres d'excellence en formation de métiers d'agriculteur. Il faut créer des subventions aux jeunes qui veulent s'investir dans le domaine de l'agriculture. Ces jeunes formés aux techniques de la culture de la terre, aux techniques de récolte et aux techniques même de transformation des produits agro-sylvo-pastoraux vont, eux, amorcer d'abord, l'autosuffisance alimentaire du Niger et deuxièmement, l'industrialisation du pays. Tant que nous n'avons pas
ce programme dans le volet 3N de l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je pense que les efforts seront vains. Deuxièmement, nous avons, si je me remémore votre question, la mécanisation de l'agriculture. C'est un véritable problème parce que nous ne pouvons pas... Le Niger a 1 200 000 km², dont nous sommes d'accord, une bonne partie n'est pas tout de suite exploitable en raison des aléas de la pluviométrie, des aléas climatiques, etc. et tout. Mais les espaces exploitables, est-ce que les outils nécessaires, un programme spécial a été mis en place pour que les outils nécessaires soient mis à la disposition de ces intervenants dans le domaine agricole. Donc nous avons ce volet qu'il faut forcément explorer, la mécanisation de l'agriculture. Vous voyez, nous avons le fleuve Niger qui a un long bras qui traverse pratiquement une bonne partie de l'ouest du Niger sur des dizaines de kilomètres, mais les berges de ce fleuve sont inexploitées. Nous n'en avons pas d'irrigation à partir de ce fleuve pour alimenter des vastes étendues de culture et d'agriculture. Donc, vous voyez, le premier facteur pour le développement du Niger, comme pour le développement des pays de la sous-région, c'est l'agriculture. L'autosuffisance alimentaire, la transformation de nos produits agricoles, la formation des jeunes au métier de la terre. Donc, voilà un ensemble d'éléments qui sont liés au développement de l'Afrique d'une manière générale, mais plus particulièrement pour le Niger. Et que pensez-vous justement de la question de l'emploi des jeunes et puis la pauvreté qui est comme endémique en fait en Afrique? Tout à fait. Le problème de l'emploi des jeunes, je viens de l'évoquer, est lié essentiellement à un manque d'orientation des politiques sectorielles dans ce domaine. Je le disais, le développement est basé d'une part sur l'agriculture, mais aussi d'autre part sur le secteur privé d'une manière générale. Mais pas le secteur privé marchand qui ne génère pas de valeur ajoutée. Le secteur privé marchand, c'est l'import-export, le commerce général, au niveau du secteur tertiaire, qui importe des produits puisqu'il l'exporte. Alors, l'emploi des jeunes passe prioritairement par le développement d'une classe de leaders, entrepreneurs, d'une classe de jeunes qui vont investir le secteur privé. Le secteur privé est à forte valeur ajoutée. Et ce secteur privé, c'est les services, c'est la transformation des produits, c'est les industries, c'est actuellement même les industries minières, les télécommunications, les NTIC que nous avons évoqués au début de notre émission, etc. et tout. Donc l'emploi des jeunes, à mon avis, ne passe pas par les emplois de bureaux sur lesquels actuellement la majeure partie des jeunes espèrent trouver leur avenir, mais plutôt par l'auto-emploi. L'auto-emploi dans les secteurs aussi variés que les nouvelles technologies, les mines, l'industrie, les services, etc., etc. Et c'est pareil pour la pauvreté. C'est pareil pour la pauvreté. La pauvreté est un facteur découlant fondamentalement du sous-emploi. La dénomination du mot emploi dans la tête de beaucoup d'intellectuels ou des citoyens, c'est celui qui a été à l'école, qui a un diplôme et qui ne trouve pas de l'emploi. Alors que l'emploi, effectivement, n'est pas ça. L'emploi, c'est toute activité génératrice de revenus qui permet à un citoyen, à un individu, de pouvoir s'autosuffire et de vivre avec au minimum 2 $ par jour. De subvenir à ses besoins primaires, de subvenir aux besoins de sa famille, etc. C'est ça l'emploi. Mais l'emploi ici est souvent synonyme de diplômés sans emploi. Il y a les diplômés sans emploi, mais ce n'est pas l'emploi. Dans le milieu rural, nous avons beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Mais ces jeunes-là ne sont pas pris en compte dans les statistiques de chômage. Quand nous allons dans les contrées les plus reculées du Niger, nous avons beaucoup de jeunes qui ont entre 15 ans,
30 ans ou 35 ans qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi. La preuve, beaucoup émigrent vers la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, etc., à la recherche d'un mieux-être. Et ils ont comme métier les petits métiers de commerce, etc., etc. et tout. Donc, je dis, sortir de la pauvreté, c'est développer l'emploi des jeunes. Développer l'emploi des jeunes, c'est mettre en place les agrégats et les mécanismes nécessaires à la promotion du secteur privé, à la promotion de l'initiative dans le domaine agricole et à la promotion du leadership entrepreneuriat des jeunes. Je me rappelle, il y a encore une vingtaine d'années, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait une structure qui s'appelait Entreprendre au Niger. Une belle initiative. A-t-elle fermé ses portes ou pas? C'était une institution créée par l'État avec, je pense, certains partenaires au développement qui accompagnait les jeunes désireux de se lancer dans le secteur privé, qui les accompagnait pour identifier des idées de projets porteurs, qui les accompagnait à monter des dossiers de financement et qui les accompagnait auprès des institutions de financement, les banques, pour la mise en place des crédits nécessaires à l'ouverture de leurs affaires et le développement de leurs affaires. Un jeune qui ouvre une entreprise, c'est au minimum 3 emplois puisqu'il va employer une secrétaire, au moins un gardien et peut-être un chauffeur. Et si c'est véritablement un leader doté des capacités entrepreneuriales, en 5 ans déjà, il va atteindre 10 employés. Vous voyez, 100 jeunes qui créent une entreprise, c'est 1000 emplois créés. Donc voilà comment nous pouvons sortir du sous-développement. Et cela ne concerne pas que les jeunes diplômés, mais c'est aussi les jeunes qui sont dans les milieux ruraux. Les centres de formation dont nous avons parlé tantôt, notamment dans le domaine de l'agriculture, ces centres de formation ne sont pas destinés à ceux qui ont été à l'école exclusivement. Je vous ai tenté de parler de la culture linguistique qui est la base du développement. Les dragons de l'Asie ont basé leur développement sur leur langue. La langue est le moteur, le véhicule du développement. Parce que 2 communautés qui ne peuvent pas communiquer entre elles, comment cette communauté peuvent poser des bases communes synergiques de développement? Ce n'est pas possible, ce n'est pas évident. Donc, nous pensons que la culture, le rapprochement linguistique sont des éléments qui doivent être pris en compte dans l'élaboration des curricula, justement de ces centres de formation en agriculture qui doivent s'implanter dans les 8 pays, dans les 8 départements du Niger pour l'essor de l'agriculture, pour l'essor de l'entrepreneuriat des jeunes, etc. Monsieur le PDG, votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, nous avons beaucoup parlé du Niger, mais je veux plus généraliser au niveau de l'Afrique, en prenant spécialement notre sous-région, la CEDEAO. La CEDEAO est dotée de 8 pays à forte potentialité naturelle, disposant d'élites intellectuelles de très haut niveau et d'une classe politique quand même très très appréciable par rapport aux autres espaces de l'Afrique tels que l'Afrique centrale, l'Afrique australe, etc. et tout. Mais pourquoi alors la CEDEAO traîne tant à émerger? C'est parce qu'il y a un manque de convergence dans les politiques de développement. Les politiques sectorielles expérimentées au Niger ne sont pas les mêmes qui sont expérimentées au Togo, ni les mêmes qui sont expérimentées au Nigeria, ni au Ghana. Vous constaterez aussi que les pays anglophones dans notre espace CEDEAO sont en avance nettement sur nos pays francophones. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que cela est corollaire à ce que j'ai appelé une dépendance. À la fin de la colonialisation dans les années 60, les Anglais ont conféré à leur ancienne colonie une certaine autonomie de développement. Alors que les colonies françaises se sont retrouvées encore sous le joug de la France, qui gérait quelque part toutes les politiques sectorielles, qui gérait même nos États en sous-main avec des pouvoirs qui sont mis en place, mais qui n'avaient pas réellement les coudées franches pour mettre en place toutes les politiques de développement nécessaires. Donc les pays anglophones se sont très tôt affranchis de la tutelle,
ont traversé des moments très difficiles, mais graduellement ont développé une classe moyenne très forte. Vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, vous avez même la Sierra Leone ou le Libéria qui sont sortis d'une longue période de guerre, qui sont largement en avant. Pourquoi le Niger, qui n'a jamais connu de si grande crise, qui est doté de ressources minières du sous-sol importantes, pourquoi peut-on dire qu'un pays tel que le Libéria, qui a connu 20 ans de guerre civile, ou comme la Sierra Leone, peut être en termes d'indice de développement humain devant le Niger? Vous voyez, c'est des pays anglophones où on a développé le leadership, on a développé le travail humain, on a développé l'initiative privée, où les gens ont très tôt compris qu'ils doivent prendre en charge leur destin pour le développement d'abord de leur communauté à la base et enfin le développement de leur nation. Donc mon mot de la fin, c'est que j'appelle l'ensemble de nos autorités à plus orienter les différentes politiques de développement en faveur de la promotion du secteur de l'enseignement professionnel, dans les secteurs aussi diversifiés que l'agriculture, les métiers de technique et de technologie, etc. Et aussi à mettre un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership des jeunes. Les jeunes constituent l'espoir pour l'Afrique. Les jeunes constituent le vivier le plus important, pas seulement pour l'Afrique, même pour le monde. Savez-vous qu'à l'horizon 2100, l'Afrique risque de passer en termes de développement devant l'Europe, qui est un continent vieillissant? Ah ben absolument, absolument. Aujourd'hui, c'est la Chine, l'Inde et l'Afrique. Ce sont ces trois continents qui constituent l'avenir du monde de demain. L'Amérique est vieillissante, l'Europe est vieillissante. La majeure partie des ressources naturelles, c'est en Afrique. La jeunesse, c'est en Afrique. Donc, vous comprenez que le développement se pose en Afrique. Alors, nos dirigeants doivent mieux orienter leur politique en faveur de la jeunesse. Pas en créant des organisations politico-mitigées qui concourent plutôt à faire de la propagande pour les régimes dans nos pays, mais plutôt des cadres de réflexion de jeunes pour mettre en place des systèmes d'analyse, de prospective pour le développement du secteur privé, pour le développement de l'agriculture, pour l'industrialisation de nos pays, etc., etc. Donc voilà en somme les quelques orientations que je pourrais donner. Monsieur le journaliste, je suis à vous. Merci, monsieur le PDG, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de la semaine. Vous l'aviez compris, nous avions reçu pour vous monsieur Auguste Videgla. Il est président directeur général du groupe Sodesi Bénin Niger. Avec lui, vous nous aviez suivi, nous avions évoqué des questions de développement. Merci d'avoir suivi. Ce sera la prochaine. Merci.